Imaginez une femme dont le nom suscite encore crainte et admiration, dont l'histoire est entourée de mystères et dont le pouvoir s'étendait sur l'un des royaumes les plus anciens et les plus riches du monde. Qui était-elle, cette souveraine dont le nom est devenu synonyme de séduction, d'intelligence et de génie politique? Comment une femme, reine d'Égypte hellénistique, a-t-elle pu conquérir le cœur de deux des hommes les plus puissants de Rome et influencer l'histoire de tout un empire? Elle s'appelait Cléopâtre. Aujourd'hui, nous embarquons pour un long et paisible voyage à travers les siècles, afin de toucher du doigt son époque, de comprendre son monde et de percer le mystère de sa grandeur. Ce n'est pas seulement une histoire d'amour ou d'intrigue, c'est le récit d'un tournant historique, lorsque l'Égypte antique, soucieuse de préserver son identité, se trouva à la croisée des chemins avec la Rome naissante. Nous explorerons sa vie, de sa naissance au sein de la dynastie ptolémaïque, et suivrons son parcours jusqu'à la fin, en nous plongeant dans les détails qui rendent son histoire si captivante et pleine de sens. Plongez dans l'atmosphère de l'Antiquité, où les sables du désert recèlent des secrets millénaires, et où les eaux du Nil charrient la sagesse des siècles. Laissez-vous emporter dans un passé où chaque pas de Cléopâtre contribuait à préserver l'héritage de son peuple. Née en 169 avant Jésus, Cléopâtre était bien plus qu'une simple reine. Elle appartenait à la dynastie ptolémaïque, une dynastie grecque fondée par l'un des généraux d'Alexandre le Grand. Les Ptolémées régnèrent sur l'Égypte pendant près de 3 siècles, période durant laquelle ils s'intégrèrent profondément à la culture égyptienne tout en conservant leurs racines grecques. L'Égypte était alors le théâtre d'une fusion unique entre 2 grandes civilisations. L'Égypte antique, avec ses traditions millénaires, son sacerdoce et son architecture monumentale, et la civilisation hellénistique, portée par les conquêtes d'Alexandre avec sa philosophie, ses sciences et ses arts. Cette période, dite hellénistique, fut une période de grands changements. Les grands empires de l'Antiquité, comme la Perse, avaient déjà cédé la place à de nouvelles puissances. En Occident, Rome gagnait en puissance, ses légions étendant sans cesse leurs frontières. L'Égypte ptolémaïque, malgré sa richesse et son influence culturelle, se trouvait dans une situation géopolitique complexe. C'était un joyau convoité. C'est dans ce bouillonnement de culture et d'ambition politique que naquit Cléopâtre, la future reine qui jouerait un rôle décisif dans le destin de son royaume. Les premières années de Cléopâtre furent marquées par une éducation rigoureuse, comme c'était la coutume pour les héritiers du trône de la dynastie ptolémaïque. Destinée à régner, elle exigeait non seulement des connaissances en politique, mais aussi une compréhension approfondie de la culture et de la langue de son peuple. Contrairement à nombre de ses prédécesseurs, Cléopâtre, selon les historiens, parlait non seulement le grec, mais aussi l'égyptien, une rareté parmi les souverains de sa dynastie. Elle étudia l'histoire, la philosophie, la littérature, les mathématiques et l'astronomie. Son éducation visait à faire d'elle une digne héritière du trône, capable de négocier, de gérer l'économie et de comprendre les subtilités de la diplomatie. Elle grandit dans l'atmosphère d'intrigues de palais et de luttes de pouvoir qui caractérisait les Ptolémées. Son père, Ptolémée XII Aleth, était un souverain dont le règne fut difficile. Il fit face à des rébellions internes et à la menace d'une intervention romaine. Cléopâtre, observant ces événements, tira dès son plus jeune âge des leçons de politique et de survie. Elle percevait la fragilité du pouvoir, l'importance des alliances et les qualités personnelles d'un dirigeant.
Ces années forgèrent son caractère, la préparant aux épreuves qu'elle allait affronter. En 1051 avant Jésus-Christ, après la mort de son père, Cléopâtre, alors âgée d'environ 18 ans, monta sur le trône. Selon la tradition, elle devait régner conjointement avec son frère cadet, Ptolémée XIII, encore enfant. Cependant, une lutte pour le pouvoir éclata bientôt entre frères et sœurs, ou plutôt entre leurs conseillers. Cléopâtre, forte de son caractère et de son ambition, n'entendait pas se laisser faire. Son esprit de décision et son désir d'indépendance menèrent au conflit. En 1149 avant Jésus-Christ, sous la pression de courtisans hostiles à Cléopâtre, elle fut contrainte de quitter Alexandrie et de chercher refuge hors d'Égypte. Ce fut une épreuve difficile, mais elle ne la brisa pas. En exil, Cléopâtre ne perdit jamais espoir de reconquérir le trône. Elle comprit que pour y parvenir, elle aurait besoin du soutien d'une puissance extérieure puissante. Son regard se tourna vers Rome, alors seule superpuissance capable d'influencer l'équilibre des pouvoirs dans la région. C'est à ce moment que son destin allait se lier à celui de l'un des généraux les plus célèbres de Rome. Le général romain Gaius Iulius César, homme d'une puissance et d'une ambition immense, arriva en Égypte en 1148 avant Jésus-Christ, poursuivant ses propres objectifs politiques. Empêtré dans une guerre civile, il cherchait soutien et ressources. Cléopâtre, apprenant son arrivée, saisit l'opportunité. Selon la légende, elle fut secrètement transportée au palais d'Alexandrie, enveloppée dans un tapis ou un sac pour échapper à l'attention des gardes de son frère. Cette escapade audacieuse, si elle a eu lieu, témoigne de sa détermination et de son génie. La rencontre avec César marqua un tournant. Cléopâtre, dotée non seulement d'une beauté exceptionnelle, mais aussi d'une intelligence vive, d'un charme et d'une éducation remarquables, laissa une impression durable sur César. Elle se présenta comme la souveraine légitime de l'Égypte, ayant besoin de son aide pour restaurer son pouvoir. César, de son côté, vit en elle non seulement une alliée potentielle, mais aussi une occasion de renforcer l'influence romaine en Égypte, vitale pour l'approvisionnement en céréales de Rome. Les deux hommes forgèrent non seulement une alliance politique, mais aussi une relation personnelle qui allait profondément influencer la suite des événements. Cette alliance, stratégique et mutuellement avantageuse, marqua également le début d'un lien étroit entre Cléopâtre et Rome. Après que César eut aidé Cléopâtre à vaincre les forces de son frère, elle fut rétablie sur le trône. Elle gouvernait désormais l'Égypte, mais sous le protectorat incontesté de Rome. Son pouvoir était consolidé, mais son indépendance limitée. César, à Alexandrie, devint de fait l'arbitre des affaires égyptiennes. Il intervint dans le conflit dynastique, soutenant Cléopâtre, et instaura en Égypte un ordre favorable à Rome. Le règne de Cléopâtre sous César fut marqué par une relative stabilité pour l'Égypte, du moins à première vue. Cléopâtre s'attacha à consolider son pouvoir intérieur, à mettre en œuvre les réformes nécessaires et à reconstruire l'économie. L'influence romaine, en revanche, était palpable. L'Égypte devint un allié important de Rome, lui fournissant céréales et autres ressources. Cléopâtre, en retour, reçut le soutien nécessaire au maintien de son royaume. Elle se rendit même à Rome avec César, où elle fut présentée comme reine d'Égypte, suscitant un intérêt considérable et peut-être une certaine inquiétude parmi l'élite romaine. Cette période démontra à quel point les destins de l'Égypte et de Rome étaient étroitement liés, et comment une femme se retrouva au centre de ce réseau complexe.
La mort tragique de Jules César en mars 144 avant Jésus-Christ, assassiné par une conspiration de sénateurs romains, provoqua une onde de choc dans toute la Méditerranée. Pour Cléopâtre, cela signifiait la perte d'un puissant protecteur et allié. Sa position à Rome devint vulnérable. Elle quitta immédiatement Rome et retourna en Égypte. L'Égypte, pays à l'histoire millénaire, a connu une période unique au tournant de notre ère. C'était une époque où les traditions antiques se heurtaient à l'influence croissante d'une nouvelle puissance, Rome. Au cœur de ce tourbillon historique naquit l'une des femmes les plus célèbres de l'Antiquité, Cléopâtre. Elle devint la dernière reine de la dynastie ptolémaïque, la dynastie grecque qui régna sur l'Égypte après les conquêtes d'Alexandre le Grand. Les Ptolémées, descendants d'un général d'Alexandre, fondèrent leur dynastie en 132 avant Jésus-Christ. Ils cherchèrent à préserver la culture et la langue grecque au sein de leur peuple, tout en s'intégrant profondément à la vie égyptienne. Alexandrie, capitale de l'Égypte, fondée par Alexandre lui-même, devint l'un des plus grands centres culturels et scientifiques du monde antique. Elle abritait la célèbre bibliothèque d'Alexandrie, véritable trésor de savoir, et le majestueux phare, l'une des 7 merveilles du monde antique. Cléopâtre naquit vers 69 avant Jésus-Christ. Son père, Ptolémée XII Aulète, était un souverain dont le pouvoir n'était pas toujours assuré. Il rencontra fréquemment des difficultés internes et fut même contraint de quitter temporairement l'Égypte pour solliciter le soutien des Romains. Cette exposition précoce au monde romain, avec ses intrigues politiques et sa puissance militaire, influença sans aucun doute le jeune héritier du trône. Cléopâtre grandit dans un climat d'intrigues de palais et de luttes politiques. Elle reçut une excellente éducation, typique des souverains de l'époque. Elle étudia les langues, la philosophie et les mathématiques. On dit qu'elle fut la seule de la dynastie ptolémaïque à apprendre l'égyptien, ce qui l'aida sans aucun doute à communiquer avec le peuple et à consolider son pouvoir. Dès son plus jeune âge, elle fut entourée de personnes qui la préparèrent au rôle de future souveraine. Après la mort de son père, selon son testament, Cléopâtre devait gouverner l'Égypte conjointement avec son frère cadet, Ptolémée XIII. Cependant, des conseillers du palais, avides de pouvoir, retournèrent son frère contre Cléopâtre. Finalement, vers 50 avant Jésus, elle fut contrainte de fuir Alexandrie, fuyant une conspiration. Ce fut une période d'exil, mais elle ne la brisa pas. Au contraire, elle ne fit que renforcer sa détermination. En exil, Cléopâtre ne perdit pas de temps. Elle chercha du soutien pour reconquérir son trône légitime. C'est à cette époque que son destin croisa celui de l'un des hommes les plus influents de Rome, Gaius Julius César. César était arrivé en Égypte à la poursuite de ses adversaires politiques. Apprenant la dispute dynastique, il y vit une occasion de renforcer l'influence romaine dans cette riche région. L'histoire de leur rencontre est devenue légendaire. Selon la légende, Cléopâtre aurait été amenée secrètement au palais d'Alexandrie, enveloppée dans un tapis ou un sac pour échapper à l'attention des gardes. Lorsqu'elle se présenta devant César, il fut frappé par son intelligence, sa beauté et sa détermination. Ce moment marqua le début de leur alliance complexe. César, reconnaissant son potentiel et la considérant comme une alliée fiable, décida de la soutenir. Avec le soutien de César, Cléopâtre vainquit les forces de son frère et fut rétablie sur le trône. Elle gouvernait désormais l'Égypte, mais sous le protectorat incontesté de Rome. Son pouvoir était consolidé, mais son indépendance limitée.
César, à Alexandrie, devint de fait l'arbitre des affaires égyptiennes. Il intervint dans le conflit dynastique, soutenant Cléopâtre, et instaura en Égypte un ordre favorable à Rome. Le règne de Cléopâtre sous César fut marqué par une relative stabilité pour l'Égypte, du moins à première vue. Cléopâtre s'attacha à consolider son pouvoir intérieur, à mettre en œuvre les réformes nécessaires et à reconstruire l'économie. L'influence romaine, en revanche, était palpable. L'Égypte devint un allié important de Rome, lui fournissant céréales et autres ressources. Cléopâtre, en retour, reçut le soutien nécessaire au maintien de son royaume. Elle se rendit même à Rome avec César, où elle fut présentée comme reine d'Égypte, suscitant un intérêt considérable et peut-être une certaine inquiétude parmi l'élite romaine. Cette période démontra à quel point les destins de l'Égypte et de Rome étaient étroitement liés, et comment une femme se retrouva au centre de ce réseau complexe. La mort tragique de Jules César en mars 444 avant Jésus-Christ, assassiné par une conspiration de sénateurs romains, provoqua une onde de choc dans toute la Méditerranée. Pour Cléopâtre, cela signifiait la perte d'un puissant protecteur et allié. Sa position à Rome devint vulnérable. Elle quitta immédiatement Rome et retourna en Égypte pour préserver son pouvoir et trouver une nouvelle voie dans un paysage politique en mutation. Après la mort de César, Rome s'enfonça dans une période de guerre civile. Le pouvoir était partagé entre divers généraux et hommes politiques, chacun cherchant à accroître son influence. Cléopâtre, souveraine sage et clairvoyante, comprit qu'elle devait trouver un nouvel allié puissant pour assurer la sécurité de l'Égypte. Son choix se porta sur Marc-Antoine, l'une des figures les plus influentes du triumvirat romain. Leur rencontre eut lieu en 1141 avant Jésus-C, à Tarse, ville d'Asie mineure. Antoine, cherchant à consolider sa position et à s'assurer le soutien des provinces orientales, fit venir Cléopâtre. Elle arriva sur un luxueux bateau et se présenta à lui comme la déesse Aphrodite. Cette rencontre marqua non seulement une alliance politique, mais aussi le début d'une profonde relation personnelle. Leur lien était marqué par la passion, l'ambition et des objectifs politiques communs. Leur règne conjoint, qui dura plus de 10 ans, marqua une période de relative prospérité pour l'Égypte. Cléopâtre et Marc-Antoine cherchèrent à consolider la place de l'Égypte comme centre de pouvoir en Orient. Antoine, de son côté, voyait en Cléopâtre et en ses ressources une occasion de réaliser ses ambitions à Rome. Ils menèrent des campagnes militaires conjointes, étendirent leurs possessions et cherchèrent à instaurer un nouvel ordre plus équitable en Méditerranée. Cependant, leur alliance suscita des tensions croissantes avec un autre acteur clé de la politique romaine, Gaius Octavien, neveu et héritier de César. Octavien, plus pragmatique et prudent, voyait dans l'alliance d'Antoine et de Cléopâtre une menace pour son ascension au pouvoir. Il lança une vaste campagne de propagande contre Antoine et Cléopâtre, les présentant comme une menace pour les valeurs et les traditions romaines. Octavien utilisa habilement rumeurs et exagérations pour retourner le peuple romain et le Sénat contre ses adversaires. Les tensions entre Octave et l'alliance Antoine-Cléopâtre s'intensifièrent, aboutissant finalement à un conflit ouvert. L'affrontement décisif eut lieu en 1031 avant Jésus, lors de la bataille d'Actium, une bataille navale au large des côtes grecques. La bataille fut acharnée, mais les forces d'Octave remportèrent finalement une victoire décisive. La défaite d'Actium marqua un tournant, scellant le sort d'Antoine et de Cléopâtre ainsi que celui de l'Égypte.
Après leur défaite à Actium, Antoine et Cléopâtre se retirèrent en Égypte. Octave les poursuivit, et peu après, ses forces envahirent le territoire égyptien. Face à une défaite inévitable et à la perspective d'être capturé et humilié, Marc-Antoine se suicida. Cléopâtre, se trouvant dans une situation désespérée, prit également une décision quant à son sort. Selon les récits historiques, Cléopâtre mourut en 1030 avant Jésus. Sa mort, comme sa vie, est entourée de légendes. La version la plus courante veut qu'elle se soit suicidée en se laissant mordre par un aspi venimeux pour éviter la honte d'une capture et un cortège triomphal à Rome. Ce fut une fin tragique pour la dernière reine d'Égypte. Après sa mort, l'Égypte fut annexée par l'Empire romain, mettant fin à 1000 ans de domination égyptienne indépendante. L'héritage de Cléo. Nous voici transportés dans l'Égypte antique, à une époque où son destin était étroitement lié aux grandes puissances méditerranéennes. Notre récit se concentre sur l'une des femmes les plus célèbres de l'Antiquité, Cléopâtre. Mais avant de nous plonger dans sa vie mouvementée, revenons sur sa naissance et ses premières années pour comprendre le monde dans lequel elle a évolué et comment elle s'est préparée à ce rôle fatidique. Cléopâtre naquit en 1196 avant Jésus-Christ. Elle était la fille du roi Ptolémée XII, Aulète, qui régna sur l'Égypte pendant une période troublée. La dynastie ptolémaïque, fondée par l'un des généraux d'Alexandre le Grand, régnait sur l'Égypte depuis plusieurs siècles. Cependant, à cette époque, l'Égypte n'était plus l'État puissant qu'elle avait été à l'époque pharaonique. La République romaine gagnait en puissance et son influence sur la politique égyptienne devenait de plus en plus perceptible. Ptolémée XII, pour consolider sa position et obtenir le soutien de Rome, offrit généreusement des cadeaux aux hommes politiques romains. Cela, bien sûr, vida le trésor égyptien et suscita le mécontentement de la population. Cléopâtre passa son enfance au palais d'Alexandrie, capitale de l'Égypte. Alexandrie était alors l'une des plus grandes villes du monde. C'était un centre cosmopolite d'érudition, de culture et de commerce. Les cultures égyptiennes, grecques, juives et autres s'y mêlaient. Le palais où vivait la jeune Cléopâtre était imprégné de luxe et d'intrigue. Son père, Ptolémée XII, n'était pas le souverain le plus puissant et son trône était souvent menacé. Cléopâtre n'était pas la seule enfant de son père. Elle avait plusieurs frères et sœurs qui prétendaient également au trône. Selon la tradition ptolémaïque, les mariages entre frères et sœurs étaient fréquents afin de préserver la pureté de la lignée royale. Ainsi, Cléopâtre grandit et épousa son frère cadet, Ptolémée XIII, encore très jeune. Mais le pouvoir royal en Égypte ne fut jamais stable. Ptolémée XII, exilé d'Égypte par son peuple, réussit à revenir grâce à l'aide de mercenaires romains. Il régna jusqu'à sa mort en 1054 avant Jésus. Après sa mort, selon son testament, le pouvoir devait passer à sa fille aînée Cléopâtre et à son frère cadet, Ptolémée XIII, qui devaient régner conjointement. Les premières années de Cléopâtre furent une période d'apprentissage intense. Elle grandit entourée de personnes instruites, ce qui était essentiel pour elle en tant qu'héritière du trône. Elle reçut une excellente éducation, étudiant non seulement l'histoire et la littérature, mais aussi les sciences. Une attention particulière était portée aux langues. Cléopâtre fut la seule membre de la dynastie ptolémaïque à apprendre l'égyptien. C'était crucial pour la souveraine d'Égypte, car la plupart de ses prédécesseurs ne parlaient que le grec, la langue de leurs ancêtres. La connaissance de la langue locale lui permit de communiquer avec le peuple, de comprendre ses besoins et de renforcer ses liens avec l'Égypte.
Elle connaissait également le grec comme le reste de la dynastie, et le latin qui lui serait utile par la suite, ainsi que l'araméen et d'autres langues. Elle apprit la diplomatie, l'art de gouverner et l'économie. Elle observa la vie de cour, les intrigues politiques et la façon dont son père traitait les ambassadeurs romains. Tout cela forgea sa future régente. Elle vit la fragilité du pouvoir et comprit que pour préserver l'Égypte, il fallait être non seulement fort, mais aussi sage. Pendant que Cléopâtre poursuivait ses études, son frère Ptolémée XIII, encore très jeune, était sous l'influence de ses conseillers. Ces derniers, ambitieux et rusés, voyaient Cléopâtre comme une rivale. Ils cherchaient à renforcer le pouvoir de Ptolémée XIII et à se débarrasser de son influence. À l'âge d'environ 20 ans, Cléopâtre fut officiellement déclarée co-régente avec son frère. Cependant, le pouvoir réel passa progressivement aux mains de courtisans qui lui étaient opposés. En 1051 avant Jésus-Christ, sous la pression de ses conseillers, Cléopâtre fut contrainte de quitter Alexandrie et de s'exiler. Elle trouva refuge en Syrie, où elle commença à rassembler des partisans pour reconquérir le trône. Ce fut une période difficile de sa vie. Exilée et privée de pouvoir, elle ne se résigna pas. Elle croyait en son droit au trône et en sa capacité à gouverner l'Égypte. Son enfance, son éducation, son observation de la vie politique, tout cela la préparait à cette épreuve. Elle comprenait que pour rentrer, elle aurait besoin non seulement d'une armée, mais aussi de renseignements, de diplomatie et peut-être d'une aide extérieure. C'est à ce moment-là, alors qu'elle cherchait un moyen de rentrer, que se produisirent en Égypte des événements qui allaient radicalement changer le cours de sa vie et de l'histoire de toute la Méditerranée. Un général romain dont le nom restera à jamais gravé dans l'histoire, Gaius Julius César, arriva en Égypte. Déjà jeune, Cléopâtre constatait la fragilité du pouvoir et comprenait que préserver l'Égypte exigeait non seulement force, mais aussi sagesse. Tandis que Cléopâtre poursuivait ses études, son frère, Ptolémée XIII, encore très jeune, était sous l'influence de ses conseillers. Ces derniers, ambitieux et rusés, la considéraient comme une rivale. Ils cherchaient à renforcer le pouvoir de Ptolémée XIII et à se débarrasser de son influence. Vers l'âge de 20 ans, Cléopâtre fut officiellement déclarée co-régente avec son frère. Cependant, le pouvoir réel passa progressivement aux mains de courtisans qui lui étaient opposés. En 1501 avant Jésus-Christ, sous la pression de ses conseillers, Cléopâtre fut contrainte de quitter Alexandrie et de s'exiler. Elle trouva refuge en Syrie, où elle commença à rassembler des partisans pour reconquérir le trône. Ce fut une période difficile de sa vie. Exilée, privée de pouvoir, elle ne s'y résigna pas. Elle croyait en son droit au trône et en sa capacité à gouverner l'Égypte. Son enfance, son éducation, son observation de la vie politique, tout cela l'avait préparée à ce défi. Elle comprenait que pour rentrer, elle aurait besoin non seulement d'une armée, mais aussi de renseignements, de diplomatie et peut-être d'une aide extérieure. C'est à ce moment-là, alors qu'elle cherchait un moyen de rentrer, que se produisirent en Égypte des événements qui allaient radicalement changer le cours de sa vie et de l'histoire de toute la Méditerranée. Un général romain, dont le nom restera à jamais gravé dans l'histoire, Gaius Julius César, arriva en Égypte. L'arrivée de César en Égypte en 1051 avant Jésus-Christ fut motivée non seulement par des intérêts personnels, mais aussi par une situation politique complexe. La République romaine, embourbée dans la guerre civile, cherchait à contrôler les riches ressources de l'Égypte, l'un des plus grands fournisseurs de céréales. Ptolémée XIII, le jeune pharaon, entra en conflit avec sa sœur Cléopâtre, qui avait des prétentions légitimes au trône.
Les conseillers de Ptolémée, voyant en Cléopâtre une menace pour leur pouvoir, pressèrent son frère d'agir contre elle. C'est dans ce contexte complexe, avec Cléopâtre en exil et une Égypte en proie à des conflits civils, que César arriva. Son arrivée était dictée par la nécessité de résoudre le conflit entre frères et sœurs afin d'assurer la stabilité et l'influence romaine dans la région. César, homme politique et chef militaire expérimenté, comprit que le maintien de l'ordre en Égypte était bénéfique pour Rome. Il arriva à Alexandrie, où il fut accueilli comme arbitre dans le conflit de succession. Pour Cléopâtre, exilée, ce fut une opportunité inattendue. Elle comprit que seul un allié puissant, capable d'influencer le cours des événements, pourrait l'aider à reconquérir la couronne. Sa détermination et son intelligence lui permirent d'exploiter cette situation à son avantage. Tandis que Cléopâtre rassemblait ses forces en Syrie, Alexandrie poursuivait sa vie normale, malgré les tensions politiques. La ville, centre culturel et scientifique du monde antique, continuait de prospérer. Les rues grouillaient de monde, marchands, artisans, érudits, soldats. Les bibliothèques abritaient des milliers de manuscrits, et les musées exploraient les réalisations de la pensée humaine. La vie d'un Alexandrin ordinaire, qu'il s'agisse d'un pêcheur en Méditerranée ou d'un boulanger préparant du pain pour les habitants de la ville, s'écoulait à un rythme familier. Cependant, des intrigues circulaient en haut lieu. Les conseillers de Ptolémée XIII, soucieux de conserver le pouvoir, tentèrent par tous les moyens de discréditer Cléopâtre et d'accroître leur influence sur le jeune pharaon. Ils répandirent des rumeurs et fomentèrent des complots, cherchant à isoler Ptolémée de toute influence extérieure autre que la leur. Cléopâtre, quant à elle, ne perdit pas de temps en exil. Elle utilisa sa connaissance de la langue et de la culture grecque, ainsi que ses relations avec les souverains hellénistiques pour s'assurer des soutiens. Elle comprenait que pour revenir sur le trône, il faudrait non seulement user de force, mais aussi de ruse. Son intelligence, son éducation, sa connaissance des langues, tout cela devint ses armes dans la lutte pour l'Égypte. Elle n'était pas simplement l'héritière du trône, c'était une politicienne prête à agir. La rencontre de Cléopâtre avec Jules César fut l'un des moments les plus marquants de sa vie et de l'histoire égyptienne. Selon la légende, pour accéder à César sans ses gardes, Cléopâtre s'enveloppa dans un tapis ou un sac et fut portée dans ses appartements. Cet acte audacieux démontra sa détermination et sa propension à prendre des mesures extrêmes. César, homme attaché au courage et à l'intelligence, fut impressionné. Il voyait en Cléopâtre non seulement une prétendante au trône, mais aussi une femme intelligente et ambitieuse, susceptible de devenir une alliée précieuse. À cette époque, l'Égypte était en proie au chaos. Ptolémée XIII et ses conseillers tentèrent de résister à l'intervention romaine, mais leur force était insuffisante. César, voyant que le soutien de Cléopâtre pouvait assurer la stabilité de l'Égypte et sa loyauté envers Rome, décida d'intervenir en sa faveur. Il était non seulement un chef militaire, mais aussi un diplomate habile. Son objectif n'était pas de conquérir l'Égypte, mais d'établir un protectorat garantissant l'approvisionnement en céréales et une position stratégique. Cléopâtre, quant à elle, voyait en César une chance de reprendre le pouvoir et de renforcer la position de l'Égypte. Leur alliance reposait sur des avantages mutuels et, croit-on, sur une sympathie personnelle. César, alors en Égypte, se retrouva mêlé à une guerre civile entre les partisans de Ptolémée et de Cléopâtre. Après que César se fut allié à Cléopâtre, une période de conflit militaire s'ouvrit à Alexandrie. La ville, symbole de culture et d'érudition, devint un champ de bataille.
Les légions romaines, sous le commandement de César, combattirent les forces de Ptolémée XIII. Au cours de ces batailles, une partie de la bibliothèque d'Alexandrie, l'un des plus grands dépositaires du savoir antique, fut menacée de destruction. Cet événement tragique jeta une ombre sur l'action militaire. Néanmoins, grâce à la détermination de César et au soutien de Cléopâtre, les partisans du jeune pharaon furent mis en déroute. Ptolémée XIII, lui-même, périt dans le Nil en tentant de s'échapper. Suite à ces événements, Cléopâtre fut rétablie sur le trône, non plus comme co-régente avec son frère, mais comme souveraine unique. Cependant, son pouvoir était désormais étroitement lié à Rome. César, ayant rempli sa mission, n'abandonna pas complètement l'Égypte. Il laissa une petite garnison romaine pour veiller au respect des accords. Devenue reine, Cléopâtre se vit obligée d'entretenir des relations avec Rome et avec César lui-même. Cette période marque le début d'une nouvelle étape dans l'histoire égyptienne. L'ère du protectorat romain, durant laquelle la monarchie égyptienne, tout en conservant un semblant d'indépendance, fut fortement influencée par l'Empire romain. Cléopâtre, ayant reconquis le trône grâce au soutien de Jules César, entame une période d'indépendance, marquée toutefois par l'influence romaine. De retour à Rome, César laisse un gouverneur en Égypte, tandis que Cléopâtre se rend à Rome où elle séjourne quelque temps. Elle y arrive en 551 avant Jésus, devenant la première reine égyptienne à visiter la capitale romaine. Son séjour à Rome suscite un vif intérêt. Elle est reconnue comme une alliée importante, et ses relations avec César, tant politiques que, selon certaines sources personnelles, font l'objet de spéculations. Durant cette période, Cléopâtre donne naissance à un fils, Césarion, qu'elle considère comme l'héritier de l'Égypte et, peut-être, de l'Empire romain. Sa présence à Rome, sa richesse et son charme impressionnent fortement la société romaine. Cependant, sa position est précaire. Elle se trouve en terre étrangère, dépendante de la faveur de César. En Égypte, en son absence, c'est son frère cadet, Ptolémée XIV, qu'elle nomme co-régent, qui gère les affaires. Pour Cléopâtre, la vie à Rome n'était pas seulement une manœuvre politique, mais aussi l'occasion d'étudier la culture, les coutumes et le système politique romain de l'intérieur. Elle cherchait à consolider sa position et à assurer l'avenir de son fils et de son royaume. La mort de Jules César en mars 1044 avant Jésus-Christ fut un événement qui changea radicalement le paysage politique de la Méditerranée et présenta à Cléopâtre de nouveaux défis et menaces. Cléopâtre, consciente de la fragilité de sa position et des ambitions de Rome, comprit que pour conserver son pouvoir, elle avait besoin d'un allié puissant. C'est à ce moment crucial qu'entra en scène Jules César, l'une des figures les plus remarquables de l'Antiquité. Leur rencontre, qui eut lieu en 48 avant Jésus-Christ, ne fut pas un simple hasard, mais un moment clé de l'histoire de l'Égypte et de Rome. Après sa défaite à la bataille de Pharsale, Pompée le Grand chercha refuge en Égypte, espérant l'aide de son ancien allié Ptolémée XIII. Cependant, le jeune pharaon, influencé par ses conseillers, prit une décision fatale. Pompée fut assassiné à son arrivée, s'attirant les foudres de Jules César, qui arriva lui-même à Alexandrie peu après. César, général et homme politique romain, ne pouvait tolérer un tel mépris pour lui-même et pour le droit romain. Il exigea des explications de la cour égyptienne et, en conséquence, intervint dans les affaires intérieures de l'Égypte. Durant cette période, Cléopâtre, exilée d'Alexandrie par son frère Ptolémée XIII, se trouva en opposition avec la cour régnante. Selon la légende, c'est alors qu'elle décida de recourir à une tactique des plus audacieuses pour rencontrer César. Enveloppée dans un tapis ou, selon d'autres versions, dans un sac de linge de lit,
Elle fut secrètement emmenée au palais de César. Cet acte audacieux, preuve de sa détermination et de son ingéniosité, fit une forte impression sur César. Il vit en elle non seulement une jeune reine, mais une dirigeante intelligente, ambitieuse et courageuse, capable de gouverner son royaume. Leur relation se transforma rapidement en une alliance stratégique. César, en quête de ressources et de soutien pour consolider son pouvoir à Rome, voyait en Cléopâtre une partenaire idéale. Celle-ci, à son tour, cherchait un soutien puissant pour restaurer son pouvoir légitime et assurer l'indépendance de l'Égypte. César se rangea du côté de Cléopâtre dans la guerre civile qui éclata entre elle et son frère. Cette intervention romaine dans les affaires égyptiennes marqua le début d'une période où l'Égypte devint de fait un protectorat romain. César, s'étant révélé un commandant et un politicien habile, remporta la guerre d'Alexandrie. À la mort de Ptolémée XIII, César rétablit Cléopâtre sur le trône, mais en tant que co-régente avec son frère cadet Ptolémée XIV. Cependant, le pouvoir réel resta entre les mains de Cléopâtre, et la présence romaine en Égypte devint palpable. L'Égypte, autrefois un État puissant, dépendait désormais de la volonté du dictateur romain. Le règne de Cléopâtre auprès de César fut marqué par le renforcement de sa position et le rétablissement d'un certain ordre en Égypte. Elle démontra ses talents de diplomate et de gestionnaire, parvenant à maintenir une relative stabilité dans le pays. César, en retour, accéda aux riches ressources de l'Égypte, essentielles à ses campagnes militaires et à ses ambitions politiques. Leur alliance était pragmatique, fondée sur des intérêts mutuels. Mais, selon les contemporains, une relation plus personnelle se développa également entre eux. Cléopâtre, désireuse de renforcer ses liens avec Rome et d'assurer l'avenir de son royaume, donna à César un fils qu'elle nomma Césarion. Elle le considérait non seulement comme l'héritier du trône d'Égypte, mais aussi peut-être comme le futur souverain de Rome. Ce désir soulignait son ambition et sa conviction du rôle particulier de son fils. Après la guerre d'Alexandrie, César, laissant une petite garnison romaine en Égypte pour s'assurer de sa loyauté, s'apprêta à retourner à Rome. Cléopâtre, consciente de l'importance d'entretenir des liens personnels avec le puissant chef romain, le suivit. C'était un événement sans précédent, la première visite d'une reine égyptienne à Rome. Son arrivée en 1051 avant Jésus suscita un intérêt et un enthousiasme considérables dans la société romaine. Elle fut accueillie avec les honneurs, en tant qu'alliée importante. Son luxe, son intelligence, sa beauté exotique et, bien sûr, sa relation avec César lui-même devinrent l'objet de vives discussions. Cléopâtre passa quelque temps à Rome, séjournant dans l'une des villas de César. Ce séjour ne fut pas seulement diplomatique, mais aussi l'occasion pour elle d'étudier en profondeur la culture, la politique et les mœurs romaines. Elle observa les rouages de la vie romaine, le fonctionnement du Sénat et le mode de vie des Romains. Tout cela lui servit sans aucun doute par la suite. Elle chercha à consolider sa position, à s'assurer le soutien des cercles romains influents et, surtout, à assurer l'avenir de son fils et de son royaume. Sa présence à Rome, bien qu'admirée, rappelait aussi l'influence romaine croissante en Égypte. Reine, elle dépendait néanmoins de la faveur de César, dont le pouvoir était indéniable. Durant son séjour à Rome, les affaires d'Égypte étaient gérées par son frère cadet, Ptolémée XIV, qu'elle laissa comme co-régent. Cependant, le pouvoir resta essentiellement entre ses mains, et le protectorat romain le garantissait. La vie à Rome, riche en intrigues et en fastes, fut une étape importante pour Cléopâtre, la préparant à de nouvelles épreuves.
Alors que Cléopâtre se trouvait à Rome pour nouer des liens étroits avec Jules César, l'Égypte, tout en restant officiellement sous la domination de son jeune frère Ptolémée XIV, passa de fait sous le protectorat romain. Cette période, qui débuta vers 1151 avant Jésus, marqua un nouveau chapitre de l'histoire du pays, où les anciennes traditions de la monarchie égyptienne se mêlèrent à l'influence croissante de la puissante République romaine. César, stratège et homme politique clairvoyant, comprenait la valeur de l'Égypte. Pays riche, doté d'une agriculture développée, notamment céréalière, elle était essentielle à la sécurité alimentaire de Rome. De plus, le contrôle de l'Égypte conférait à Rome un avantage stratégique en Méditerranée. Installer Cléopâtre sur le trône, allié fidèle de César, fut une décision profitable. Il ne chercha pas une annexion pure et simple, préférant gouverner par l'intermédiaire d'un dirigeant loyal, ce qui lui permit de préserver l'apparence d'indépendance de l'Égypte tout en assurant sa subordination aux intérêts romains. À cette époque, la vie en Égypte continuait de suivre ses schémas séculaires, malgré les pressions politiques extérieures. Alexandrie, la capitale, bouillonnait d'activité. La ville demeurait l'un des plus grands centres intellectuels et culturels du monde antique. La bibliothèque d'Alexandrie, malgré des temps difficiles, attirait toujours érudits et penseurs. Dans les rues, on pouvait voir des marchands proposant des marchandises du monde entier. Épices d'Inde, tissus de Phénicie, verres de Syrie. Les artisans continuaient de créer des objets exquis en or, en argent et en faïence, fidèles aux traditions ancestrales. Les Égyptiens ordinaires, principalement des agriculteurs, vivaient au rythme de l'année agricole, rythmée par les crues du Nil. Leur vie s'articulait autour de la culture de la terre, du blé, de l'orge et du lin. La récolte était le fondement de leur prospérité et de celle de l'État, une part importante étant consacrée aux impôts et aux exportations. La vie quotidienne se déroulait dans de petits villages, où la vie s'écoulait de façon régulière et prévisible. Les gens se réunissaient pour travailler aux champs, s'entraider et célébrer des fêtes liées au cycle naturel et aux divinités antiques. De retour de Rome, Cléopâtre chercha à consolider son pouvoir et à restaurer la gloire de l'Égypte. Elle s'efforça activement de gouverner, s'appuyant sur le soutien romain. Son objectif n'était pas simplement de conserver le trône, mais de restaurer l'ancienne puissance de la dynastie ptolémaïque. Elle mit en œuvre des réformes visant à améliorer l'économie, à encourager le commerce et à soutenir la culture et les arts. Sous son règne, l'Égypte conserva un rôle important sur la scène politique, bien que sous l'influence romaine. Il est important de comprendre que le protectorat romain ne signifiait pas une subordination totale à tous égards. L'Égypte conservait sa structure administrative, son armée et ses lois, mais la politique étrangère et les décisions stratégiques majeures étaient sous contrôle romain. Cléopâtre, souveraine intelligente et ambitieuse, naviguait habilement entre ces deux réalités, utilisant la force romane pour renforcer son propre pouvoir et protéger au mieux les intérêts égyptiens dans les circonstances. Cette période fut une période de relative stabilité pour l'Égypte, quoique marquée par la prise de conscience de la puissance croissante de Rome, qui modifia inévitablement l'équilibre des pouvoirs dans la région. L'assassinat de Jules César, survenu en mars 194 avant Jésus, marqua un tournant non seulement pour Rome, mais aussi pour l'Égypte et bien sûr pour Cléopâtre. Tel un coup de foudre, cet événement bouleversa l'ordre établi et plaça la reine face à de nouveaux défis complexes. César, son allié et protecteur, était mort. Sa mort laissa un vide de pouvoir à Rome et une incertitude pour Cléopâtre, et bien sûr pour Cléopâtre.
Tel un coup de foudre, cet événement bouleversa l'ordre établi et plaça la reine face à de nouveaux défis complexes. César, son allié et protecteur, était mort. Sa mort laissa un vide de pouvoir à Rome et une incertitude pour Cléopâtre et son jeune fils Césarion, qu'elle considérait comme l'héritier du trône d'Égypte et peut-être du trône romain. Cléopâtre se trouvait à Rome lors de l'assassinat. Elle vivait dans une luxueuse villa offerte par César et appréciait sa position. Elle n'était pas seulement une invitée, mais aussi un acteur politique clé, dont la présence à Rome témoignait de l'influence et de l'intérêt de César pour l'Égypte. Après sa mort, sa position devint précaire. Les sénateurs qui s'étaient opposés à César la considéraient désormais avec suspicion. L'Égypte, bien qu'officiellement indépendante, se retrouva dans une position bien plus vulnérable sans son protecteur romain. Il était impératif d'agir vite. Cléopâtre, dotée d'une intelligence vive et d'une perspicacité naturelle, comprit que rester à Rome était devenu dangereux. Elle fit ses bagages, prit soin de son fils et, profitant des troubles qui suivirent la mort de César, quitta Rome. Son départ fait discret, afin d'éviter d'éventuelles persécutions. De retour à Alexandrie, elle se trouva confrontée à une nouvelle réalité. Elle devait désormais réaffirmer son autorité en Égypte et trouvait un moyen de préserver l'indépendance de son royaume dans le monde politique romain turbulent. À cette époque, l'Égypte, malgré l'influence romaine, vivait sa vie. L'agriculture demeurait le fondement de l'économie. Le Nil, source de vie, débordait, apportant un limon fertile, et les agriculteurs semaient leurs champs de blé, d'orge et de lin. La récolte était la base de la prospérité des agriculteurs et de l'État, une part importante étant consacrée aux impôts et aux exportations. La vie quotidienne se déroulait dans de petits villages, où la vie s'écoulait de façon régulière et prévisible. Les gens se rassemblaient pour travailler aux champs, s'entraider et célébrer des fêtes liées au cycle naturel et aux divinités antiques. De retour de Rome, Cléopâtre chercha à consolider son pouvoir et à restaurer la gloire de l'Égypte. Elle s'efforça activement de gouverner, s'appuyant sur le soutien romain. Son objectif n'était pas simplement de conserver le trône, mais de restaurer l'ancienne puissance de la dynastie ptolémaïque. Elle mit en œuvre des réformes visant à améliorer l'économie, à encourager le commerce et à soutenir la culture et les arts. Sous son règne, l'Égypte demeura un acteur politique important, bien que sous l'influence romaine. Il est important de comprendre que le protectorat romain ne signifiait pas une subordination totale à tous égards. L'Égypte conserva sa structure administrative, son armée et ses lois, mais la politique étrangère et les grandes décisions stratégiques restèrent sous contrôle romain. Cléopâtre, souveraine intelligente et ambitieuse, navigua habilement entre ces deux réalités, utilisant la force romaine pour renforcer son propre pouvoir et protéger au mieux les intérêts de l'Égypte dans les circonstances. Cette période fut une période de relative stabilité pour l'Égypte, bien qu'assombrie par la prise de conscience de la puissance croissante de Rome, qui modifia inévitablement l'équilibre des pouvoirs dans la région. La mort de César ouvrit la voie à une lutte de pouvoir à Rome. Son neveu, le jeune Octave, fut déclaré successeur. Peu après, un autre prétendant apparut, Marc Antoine, l'un des plus proches collaborateurs de César, alors en Égypte. Il retourna à Rome pour faire valoir ses droits et rassembler des partisans. L'Égypte, riche et stratégique, devint le centre de l'attention des politiciens romains.
Cléopâtre, se trouvant dans une situation difficile, dut décider avec lequel de ces puissants Romains elle devait forger une nouvelle alliance. Son intuition et son calcul politique lui indiquèrent que Marc-Antoine, fort de son pouvoir et de son influence, pourrait être la clé du maintien de son trône et de l'indépendance de l'Égypte. Après la mort de César, Rome fut plongée dans la tourmente. Le pouvoir tomba entre les mains de quelques personnages influents, parmi lesquels le jeune Octave, neveu de César, et Marc-Antoine, l'un de ses généraux les plus fidèles. C'est durant cette période mouvementée où l'Égypte, malgré son ancienneté, se trouvait au carrefour des ambitions romaines que Cléopâtre se retrouva à nouveau sous les feux des projecteurs. Marc-Antoine, de retour à Rome après l'assassinat de César, prit rapidement le contrôle des provinces orientales. Sa route le conduisit à travers l'Égypte, et c'est là, à Alexandrie, qu'il fit sa rencontre décisive avec la reine. Ce n'était pas la première rencontre de Cléopâtre avec un général romain. Elle avait déjà rencontré Jules César en personne, avec qui elle est un fils, Césarion. Mais la situation était différente. César était mort, et plusieurs hommes se disputaient sa place. Marc-Antoine arriva à Alexandrie en 41 avant Jésus-Christ. Cléopâtre, fidèle à sa dynastie, savait impressionner. Elle ne se contenta pas de l'attendre. Elle organisa une réception fastueuse destinée à mettre en valeur la richesse et la grandeur de l'Égypte. D'après les descriptions, elle arriva sur son navire, décoré d'or et de pourpre, avec des voiles violettes et des rames d'argent. La reine elle-même apparut sous les traits de la déesse Aphrodite, entourée de ses servantes déguisées en muses et en figures érotiques. C'était une véritable représentation théâtrale, destinée à captiver le général romain. Antoine, homme passionné et fasciné par le luxe, était fasciné. Il était plus âgé que Cléopâtre, une quarantaine d'années, tandis qu'elle en avait à peine plus de 20. La différence d'âge, cependant, ne constituait pas un obstacle. Un lien se noua entre eux, qui, d'une alliance politique, se transforma rapidement en une relation plus profonde. Il est important de comprendre que pour Cléopâtre, il s'agissait de plus qu'une simple histoire d'amour. C'était un pari politique soigneusement calculé. Elle avait besoin d'un allié solide, capable de défendre l'Égypte contre l'expansion romaine et d'assurer la stabilité de son règne. Antoine, fort de son pouvoir et de son influence en Orient, semblait le candidat idéal. Leur relation se développa rapidement. Cléopâtre accompagna Antoine dans ses voyages, notamment à Rome, où elle séjourna quelque temps. Elle lui donna 3 enfants, les jumeaux Alexandre Hélios et Cléopâtre Sélène et Ptolémée Philadelphe. Ces enfants devinrent un symbole de leur union, ainsi que de l'avenir potentiel de l'Égypte et des possessions orientales de Rome. Durant cette période, l'Égypte connut un âge d'or unique. Sous la protection romaine, mais avec le soutien indéfectible d'Antoine, Cléopâtre put consolider son pouvoir et restaurer la prospérité économique du pays. Elle administra activement le pays, encouragea le commerce et construisit et restaura des temples. Alexandrie demeura l'un des plus grands centres culturels et scientifiques du monde. La vie dans la capitale était dynamique. Les marchés grouillaient dans les rues, vendant épices, tissus et céréales. Les bibliothèques et les musées abritaient une communauté scientifique florissante. La vie de la cour était rythmée par les réceptions, les banquets et les événements culturels. Les Égyptiens ordinaires, agriculteurs et artisans, vaquaient à leurs occupations quotidiennes, cultivant leurs champs et créant des produits selon des traditions séculaires. Bien sûr, leurs moyens de subsistance dépendaient des récoltes, des impôts et de la stabilité politique générale que l'alliance avec Antoine assurait à cette époque. Cependant, cette alliance n'était pas sans complications. À Rome, la relation d'Antoine avec Cléopâtre était de plus en plus mal vécue.
Son adversaire, Octave en particulier, exploita l'union à des fins de propagande. Il dépeignit Antoine comme un homme sous le charme d'une reine orientale, un souverain faible ayant oublié ses devoirs romains. Ces accusations, bien qu'exagérées, trouvèrent un écho auprès de nombreux Romains qui craignaient la montée de l'influence orientale. Pendant ce temps, Antoine et Cléopâtre élaboraient leurs propres plans. Ils rêvaient de créer un vaste empire en Orient où l'Égypte jouerait un rôle clé. Antoine accorda même à Cléopâtre et à leurs enfants terre et titres, ce qui provoqua une violente réaction à Rome. Cela fut perçu comme une atteinte au fondement et à l'intégrité territoriale de Rome. La rencontre de Cléopâtre avec Marc-Antoine marqua ainsi un tournant dans sa vie et dans l'histoire égyptienne. C'était une période où amour, politique et rivalité formaient un nœud serré qui allait se dénouer avec les événements à venir. Son alliance avec Antoine donna à Cléopâtre l'espoir de préserver son indépendance, mais elle l'amena aussi, elle et l'Égypte, sur la voie d'une confrontation avec la puissance montante d'Octave. La rencontre de Cléopâtre avec Marc-Antoine, comme nous l'avons déjà mentionné, marqua un tournant. Cette alliance, initialement politique, prit rapidement une dimension plus vaste, influençant le destin de l'Égypte et de Rome. Leur règne conjoint, que l'on peut dater approximativement de 41 avant Jésus-Christ, marqua une période de relative prospérité pour l'Égypte, tandis que les ambitions romaines continuaient de croître. Cléopâtre, souveraine, sage et clairvoyante, comprit que pour préserver l'indépendance de l'Égypte, elle avait besoin d'un allié puissant. Marc-Antoine, général romain influent et membre du second triumvirat, semblait le choix idéal. Leur relation, fondée sur un respect mutuel et, selon de nombreuses sources, une profonde affection, permit à Cléopâtre de consolider sa position et d'étendre l'influence de l'Égypte. Sous leur domination conjointe, Alexandrie, capitale de l'Égypte, demeura l'un des plus grands centres culturels et économiques de la Méditerranée. Ces ports regorgeaient de navires faisant le commerce de céréales, de tissus, d'épices et de pierres précieuses. Des artisans travaillaient dans leurs ateliers, créant des objets exquis en or, en argent et en verre. La célèbre bibliothèque d'Alexandrie, malgré des temps difficiles, continua d'attirer érudits et penseurs. Les agriculteurs égyptiens continuèrent de cultiver les terres fertiles de la vallée du Nil, dépendant des crues annuelles du grand fleuve. Les récoltes de céréales, comme le blé et l'orge, constituaient le fondement de l'économie du pays et une source de prospérité. En tant que pharaon, Cléopâtre veilla à l'entretien des systèmes d'irrigation et à la stabilité de l'agriculture. Cela assura non seulement la sécurité alimentaire de la population, mais permit également l'exportation des excédents, générant ainsi des revenus pour le trésor. La vie du peuple, bien sûr, différait de l'opulence de la cour royale. Les paysans vivaient dans des maisons modestes, leur quotidien rythmé par le travail agricole et des traditions séculaires. Les artisans travaillaient dans leurs ateliers et les marchands faisaient des affaires sur les marchés. Cependant, grâce à la stabilité apportée par l'alliance avec Antoine et le règne avisé de Cléopâtre, la vie de la plupart des Égyptiens était relativement calme et prévisible. Dans le même temps, les ambitions romaines ne stagnaient pas. Marc-Antoine, l'un des dirigeants de la République romaine, cherchait à étendre ses frontières et à renforcer son influence. Sa relation avec Cléopâtre, bien que fondée sur des sentiments personnels, avait également une profonde signification politique. Antoine considérait l'Égypte comme un allié précieux et une source de ressources pour ses campagnes militaires et ses intrigues politiques.
Cléopâtre, à son tour, profita de cette alliance pour redonner à l'Égypte sa gloire passée. Elle rêvait de voir son royaume devenir une puissance puissante capable de rivaliser avec Rome. Leur projet commun, comme nous l'avons déjà mentionné, comprenait la création d'un vaste royaume oriental dans lequel l'Égypte jouerait un rôle clé. Antoine, confirmant ses intentions, accorda à Cléopâtre et à leurs enfants d'importants territoires et titres, ce qui provoqua une vive réaction à Rome même. Ces cadeaux d'Alexandrie, offerts en 34 avant Jésus-Christ, furent perçus par de nombreux Romains comme une atteinte directe à leurs intérêts et à leur intégrité territoriale. Ils y virent une confirmation de leurs craintes face à l'influence croissante de l'Orient et une menace pour les fondements de Rome. Ce fut l'un des moments clés de l'escalade du conflit entre Antoine et son principal rival, Octave. Ainsi, le règne de Cléopâtre aux côtés de Marc-Antoine marqua une période de renaissance pour l'Égypte, tandis que les ambitions romaines, à l'inverse, devenaient de plus en plus visibles et conflictuelles. Amour et politique s'entremêlèrent étroitement, préfigurant les épreuves à venir. Cette alliance, qui semblait si prometteuse, engagea simultanément l'Égypte sur la voie d'une confrontation directe avec la puissance montante d'Octave, conduisant inévitablement à un affrontement décisif. Pendant ce temps, au cœur de la République romaine, qui s'orientait lentement mais sûrement vers l'Empire, Gaius Octavius, le futur empereur Auguste, gagnait en puissance. Il surveillait de près les moindres faits et gestes de Marc-Antoine, notamment ses relations avec la reine d'Égypte. Octave, homme calculateur et clairvoyant, comprit que l'alliance entre Antoine et Cléopâtre représentait une grave menace pour ses propres ambitions et pour la stabilité de Rome telle qu'il la concevait. Il lança une campagne subtile mais très efficace visant à discréditer Antoine et à le présenter comme ayant succombé à l'influence orientale. Cette propagande était l'un des outils les plus puissants d'Octave. Il exploita habilement les assemblées populaires romaines et le Sénat, présentant Antoine non pas comme un général et un homme politique romain, mais comme une marionnette de Cléopâtre, qui avait consacré sa force et ses ressources à une reine étrangère. Rumeurs et ragots, alimentés par les partisans d'Octave, se répandirent dans Rome, dépeignant Antoine comme un homme ayant oublié ses racines romaines et trahi les intérêts de la République par intérêt personnel et passion. Une attention particulière fut portée aux donations d'Alexandrie évoquées précédemment. Octave les présenta non pas comme un acte diplomatique ou la confirmation d'une alliance, mais comme une humiliation honteuse de Rome. Il affirma qu'Antoine, citoyen romain, aurait cédé des terres appartenant à Rome à une reine étrangère et à ses enfants. Ce fut un coup dur pour la fierté et l'identité nationale romaine. La propagande dépeignit Cléopâtre cherchant à établir son propre empire en Orient, en utilisant les ressources et l'influence du général romain. Antoine lui-même a peut-être sous-estimé la puissance de cette propagande, ou cru que ses succès militaires et son autorité pourraient la contrer. Il continua de consolider sa position en Orient, fréquentant Cléopâtre et leurs enfants. Pendant ce temps, une certaine prospérité régnait en Égypte. Cléopâtre, souveraine avisée, prêtait attention à l'économie de son royaume. Elle soutenait l'agriculture, fondement de l'économie égyptienne, et supervisait les systèmes d'irrigation qui assuraient la fertilité des terres bordant le Nil. Le commerce, tant intérieur qu'extérieur, était également florissant. Alexandrie demeura l'un des principaux centres culturels et économiques de la Méditerranée, attirant marchands, érudits et artisans du monde entier. À cette époque, la vie quotidienne en Égypte était plutôt tranquille pour la plupart de la population, tributaire des cycles du Nil et du travail agricole.
Dans des villes comme Alexandrie, la vie était plus animée. On y croisait des gens de diverses nationalités, grecs, égyptiens, romains et juifs. Les artisans travaillaient dans leurs ateliers. Les marchands proposaient leurs marchandises sur les marchés. Et les érudits et philosophes se réunissaient dans les bibliothèques et les académies. Pour la noblesse et les proches de la cour royale, la vie était faite de luxe, de festins et d'intrigues politiques. Mais pour la plupart des gens du peuple, elle était centrée sur le travail et les préoccupations familiales. Alors qu'un ordre relatif semblait régner en Égypte, les tensions montaient à Rome. Octave ne se contentait pas de répandre des rumeurs, il préparait activement un conflit militaire. Il exploita le mécontentement des citoyens romains, leur crainte de l'influence orientale et la prétendue trahison d'Antoine pour s'assurer le soutien de l'armée et du peuple. Il commença à mobiliser ses troupes, à renforcer sa position et à chercher des prétextes pour un conflit ouvert. Cléopâtre, femme intelligente et perspicace, comprit les conséquences de cette escalade. Elle vit Rome, sous la direction d'Octave, se transformer d'une république en un État centralisé, où un seul homme aspirait au pouvoir absolu. Elle comprit également que son destin et celui de son royaume étaient inextricablement liés à celui de Marc-Antoine. Leur alliance, initialement fondée sur des avantages mutuels et peut-être sur des sentiments profonds, devint alors l'objet d'une lutte politique acharnée. Octave, quant à lui, était un maître en stratégie politique. Il comprenait qu'accuser directement Antoine de trahison serait trop risqué. Il s'efforça plutôt de présenter le conflit comme une lutte pour préserver les valeurs et les traditions romaines contre la décadence orientale et l'influence étrangère. Il joua habilement sur le patriotisme romain, présentant Cléopâtre comme une séductrice rusée qui asservissait le héros romain. Les préparatifs du conflit étaient en cours sur les deux fronts. Antoine, s'appuyant sur les ressources de l'Égypte et sur ses propres forces, rassemblait une armée et une marine. Il tentait également d'obtenir le soutien d'autres rois et souverains orientaux susceptibles de s'opposer à Rome. Cléopâtre, quant à elle, investissait massivement dans la construction navale et l'approvisionnement en troupes. Elle comprenait que l'issue de la guerre à venir déciderait non seulement de son sort et de celui d'Antoine, mais aussi de l'avenir de toute la Méditerranée orientale. Rome, sous la direction d'Octave, renforça également sa puissance militaire. Il mena des exercices militaires, renfloua le trésor et leva des légions loyales. Sa propagande fonctionna sans relâche, façonnant l'opinion publique et préparant les Romains à la guerre. Durant cette période, où les tensions politiques atteignèrent leur paroxysme, de nombreux habitants de Rome et de ses provinces pressentirent l'approche d'un événement capital, peut-être tragique. L'ancien ordre politique s'effondrait, laissant place à un nouvel ordre encore mal compris. Ainsi, la période précédant l'affrontement décisif fut marquée non seulement par des manœuvres politiques et des préparatifs de guerre, mais aussi par une puissante campagne d'information qui façonna l'opinion publique et la prépara à l'inévitable confrontation. Octave, par ses calculs froids et son habileté à manipuler l'opinion publique, créa l'image de l'ennemi, Cléopâtre étant son ennemi et Antoine son serviteur obéissant. Il ne s'agissait pas d'une simple lutte politique, mais d'une lutte pour conquérir les cœurs et les esprits du peuple, destinée à décider de l'issue de la guerre. Nous étions en 1325 avant Jésus, et une bataille destinée à décider du sort de la Méditerranée orientale se profilait à l'horizon. Connue sous le nom de bataille d'Actium, elle marqua l'aboutissement d'une lutte de pouvoir de plusieurs décennies entre Octave, le futur empereur Auguste, et le triumvirat Marc-Antoine et Cléopâtre.
Le théâtre des hostilités se déroulait dans le détroit d'Actium, en Grèce occidentale, où les eaux de la mer Ionienne rejoignent le golfe d'Ambrakios. Marc-Antoine et Cléopâtre rassemblèrent leurs forces en Grèce, se préparant à une confrontation décisive. Leur flotte, impressionnante par sa taille, était composée de navires construits avec les ressources égyptiennes et les fonds personnels de Cléopâtre. Parmi eux se trouvaient d'immenses navires à 6 rangées de rames qui, malgré leur puissance, pouvaient s'avérer peu maniables au combat. Au total, les historiens estiment que leur flotte comptait environ 500 navires, dont de nombreux navires plus petits et plus manœuvrables. Ils étaient rejoints par des forces terrestres, elles aussi importantes. La flotte adverse d'Octave, commandée par l'expérimenté général Marcus Vipsanius Agrippa, était légèrement moins nombreuse, mais mieux organisée et plus manœuvrable. Agrippa, se révélant un commandant naval talentueux, exploita sa connaissance du terrain et ses atouts tactiques. Ces navires, généralement plus légers et plus rapides, étaient mieux adaptés aux conditions qu'ils allaient affronter. Le jour de la bataille, le 1er septembre 1325 avant Jésus-Christ, le vent soufflait fort. Ce facteur, comme beaucoup d'autres, influença la suite des événements. Les navires des deux flottes étaient alignés en formation de combat, prêts au combat. À bord se trouvaient des milliers de marins et de soldats, chacun comprenant la gravité du moment. Pour le commun des mortels de l'époque, des événements d'une telle ampleur étaient certes éloignés du quotidien, mais leur écho atteignait les recoins les plus reculés de l'Empire. Les habitants des villes et des villages, bien que n'étant pas directement impliqués dans la bataille, suivaient l'actualité, espérant la victoire et la stabilité qu'elle apporterait. Au début de la bataille, la flotte d'Antoine et de Cléopâtre tenta de franchir le golfe d'Ambracios pour gagner le large. C'était une décision risquée, probablement motivée par le désir d'éviter un blocus et d'exploiter leur supériorité numérique en pleine mer. Cependant, Agrippa manœuvra habilement, bloquant la sortie du golfe. Une bataille acharnée s'ensuivit. Les navires se rapprochaient, tirant flèches et projectiles. Des grappins furent utilisés et les marins s'engagèrent dans un combat au corps à corps sur les ponts. À ce moment précis, un événement sur lequel les historiens s'attardent encore avec une attention particulière se produisit. Alors que la bataille atteignait son paroxysme, 38 navires sous le commandement de Cléopâtre, dont son navire amiral personnel, firent brusquement demi-tour et mirent le cap au sud, en direction de l'Égypte. Marc-Antoine, voyant cela, la suivit, laissant la majeure partie de sa flotte et de ses forces terrestres en danger. Les raisons de cette action font encore débat. Était-ce une opération planifiée par Cléopâtre pour sauver ses trésors et une partie de sa flotte? Ou s'agissait-il d'une décision spontanée, dictée par la panique ou la prise de conscience du désespoir de la situation? Quoi qu'il en soit, cette manœuvre se révéla fatale. Les navires restants d'Antoine, privés de soutien et peut-être démoralisés par les actions de leur chef, se trouvèrent dans une position extrêmement vulnérable. Les navires d'Agrippa, plus manœuvrables et mieux préparés, commencèrent à les encercler et à les détruire. De nombreux navires furent incendiés, d'autres coulèrent. Des milliers de personnes périrent en mer. Les forces terrestres restées à terre furent bientôt contraintes de se rendre. La bataille d'Actium se termina par une victoire complète et sans équivoque pour Octave. Ce ne fut pas seulement une défaite militaire, mais une catastrophe pour Marc-Antoine et Cléopâtre, qui mit fin à leurs ambitions et prépara l'établissement définitif du pouvoir d'Octave sur l'ensemble du monde romain. La campagne de propagande qui suivit d'Octave présenta Cléopâtre comme une séductrice ayant provoqué la chute du grand Romain et comme une ennemie de Rome elle-même. Cela contribua à consolider son pouvoir et à légitimer ses actions ultérieures.
La bataille d'Actium, qui eut lieu en 1325 avant Jésus-Christ, fut l'un des événements les plus marquants de l'Antiquité. Elle façonna non seulement le paysage politique de la Méditerranée pour les siècles à venir, mais eut également un impact profond sur l'avenir de l'Égypte, qui devint bientôt une province romaine. Pour les habitants de l'époque, ce fut une période d'incertitude et de changement, mais comme le montre l'histoire, même dans les moments les plus difficiles, l'esprit humain et le désir de préserver le patrimoine perdurent. Après la cuisante défaite d'Actium, où le sort de leur flotte et de leurs armées fut scellé, Cléopâtre et Marc-Antoine se trouvèrent dans une position extrêmement vulnérable. Octave, fort d'une victoire triomphale, avançait rapidement vers l'Égypte. Pour Cléopâtre, souveraine de l'un des États les plus anciens et les plus riches du monde, ce fut une période de crise profonde. Son empire, autrefois puissant et indépendant, risquait désormais d'être totalement soumis à Rome. De retour à Alexandrie, capitale de l'Égypte, Cléopâtre et Antoine furent confrontés à la réalité d'un désastre imminent. Octave, qui renforçait chaque jour sa position, ne manifestait aucune volonté de négocier à armes égales. Son objectif était la soumission totale de l'Égypte et la saisie de ses immenses richesses. Pendant ce temps, Alexandrie, malgré les bouleversements politiques, continuait de vivre normalement. Les navires marchands arrivaient et partaient. Les marchés résonnaient du bruit des marchands, et dans les palais luxueux, comme dans les demeures modestes, les habitants vaquaient à leurs occupations quotidiennes. Mais un climat d'incertitude planait sur la ville, prémonition d'un changement imminent. Antoine, conscient du désespoir de la situation, chercha une issue. Il envoya des émissaires auprès d'Octave, espérant négocier la préservation d'au moins une partie de ses biens et de son pouvoir pour lui-même et Cléopâtre. Cependant, Octave resta inflexible. Il exigea la reddition complète d'Antoine. À ce moment-là, selon certains auteurs antiques, Antoine, peut-être par désespoir ou pour éviter la honte d'une captivité totale, se suicida. La légende raconte qu'il s'était suicidé après avoir cru à de fausses nouvelles de la mort de Cléopâtre. Cet événement marqua un tournant, privant Cléopâtre d'un allié et d'un espoir de protection. Restée seule face au vainqueur, Cléopâtre se retrouva dans une situation désespérée. Sa principale préoccupation était d'assurer l'avenir de ses enfants, en particulier de Césarion, son fils né de Jules César, qui pouvait prétendre à une position privilégiée à Rome. Elle comprenait que son sort était scellé. Octave voulait sans doute la capturer vivante pour pouvoir la faire défiler enchaînée dans les rues de Rome lors d'un cortège triomphal, symbolisant sa victoire totale. Pour Cléopâtre, reine d'Égypte, une telle humiliation était impensable. Durant ces derniers jours, Cléopâtre fit preuve non seulement de courage, mais aussi d'une ingéniosité remarquable. Elle tenta de négocier avec Octave, espérant qu'il ferait preuve de clémence envers elle et ses enfants. Elle comptait probablement sur sa clairvoyance politique, car préserver la vie de l'héritier d'une dynastie antique pouvait être bénéfique pour Rome. Elle chercha également à s'assurer une sépulture digne et à préserver sa dignité royale. Selon la plupart des sources historiques, Cléopâtre a choisi la mort pour éviter la capture et l'humiliation. La version la plus célèbre de sa mort implique la morsure d'un serpent venimeux, l'aspic, qui lui aurait été apporté dans une corbeille de fruits. Cette image est devenue l'un des symboles les plus puissants et les plus durables de sa mort. L'aspic, associé dans la mythologie égyptienne à la déesse Isis, à laquelle Cléopâtre s'identifiait, est devenu l'instrument de son départ volontaire.
Ce choix de la mort, selon beaucoup, était un acte de résistance ultime, une façon de garder le contrôle de son destin et d'empêcher son ennemi de la vaincre complètement. La date de sa mort est incertaine, mais on pense qu'elle a eu lieu peu après la bataille d'Actium, probablement en 31 avant Jésus. Selon diverses versions, ses 2 fidèles serviteurs, Charmion et Iras, moururent également avec elle. Il l'aurait peut-être aidé à réaliser son projet ou aurait choisi de mourir avec leur maîtresse. La mort de Cléopâtre marqua la fin de l'ère hellénistique en Égypte. Son corps, selon la coutume romaine, fut enterré avec Antoine. Bien qu'Octave ne puisse représenter Cléopâtre lors de son triomphe, il atteignit néanmoins son objectif principal. L'Égypte devint une province romaine et ses richesses passèrent sous contrôle romain. La chute de l'Égypte face à Rome fut l'aboutissement logique d'un long processus. Cléopâtre, la dernière des Ptolémées, devint le symbole de cette transition. Sa vie, pleine de passion, d'intrigues et de luttes politiques, connut une fin tragique, mais laissa une marque indélébile dans l'histoire. Elle n'était pas seulement une reine, mais aussi une politicienne, une diplomate et une intellectuelle exceptionnelle, parlant plusieurs langues et s'efforçant de préserver l'indépendance de son royaume face à la puissance grandissante de Rome. Son histoire, intimement liée à celle de grands Romains comme César et Antoine, devint la source d'innombrables légendes et œuvres d'art, continuant d'inspirer et de fasciner les hommes pendant des millénaires. L'héritage de Cléopâtre est un récit aux multiples facettes, tissé de faits historiques, de mythes et de légendes. Sa vie vibrante et mouvementée a inspiré une vague de récits transmis de génération en génération, enrichis de détails et d'interprétations. C'est cette transformation d'un personnage historique réel en une image légendaire qui constitue le fondement de son héritage durable. Cléopâtre, reine d'Égypte, était une femme d'une intelligence et d'un talent politique remarquables. Elle appartenait à la dynastie ptolémaïque, d'origine grecque, qui régna sur l'Égypte après les conquêtes d'Alexandre le Grand. Son règne tomba à une époque difficile, alors que la République romaine gagnait rapidement en puissance et absorbait les États voisins. Cléopâtre comprit parfaitement cette réalité et utilisa tous les moyens à sa disposition pour préserver l'indépendance de son royaume. Elle était non seulement une souveraine, mais aussi une femme instruite, maîtrisant, selon les témoignages, de nombreuses langues, dont l'égyptien, une rareté pour sa dynastie. Cela lui permit de communiquer directement avec les représentants de différents peuples, de mener des négociations et de comprendre les subtilités de la diplomatie. Ses relations avec les 2 Romains les plus influents de l'époque, Jules César et Marc-Antoine, devinrent des événements centraux de sa vie et, de ce fait, le fondement de nombreux mythes. Ces alliances étaient non seulement personnelles, mais aussi profondément politiques. Cléopâtre considérait César, puis Antoine, comme les piliers de son royaume, un moyen de consolider sa position dans un monde dominé par Rome. Stratège hors pair, elle savait utiliser ses qualités personnelles et son charme pour atteindre ses objectifs politiques. Son charme et sa persuasion, son intelligence et son charisme jouèrent un rôle majeur dans ses interactions avec les dirigeants romains. Cependant, c'est précisément cette relation, teintée de passion et d'intrigue politique, qui devint un terreau fertile pour l'émergence de légendes. La propagande romaine, surtout après la défaite d'Antoine et de Cléopâtre, cultiva activement l'image de la reine comme une femme fatale, une séductrice ayant entraîné la chute de grands généraux romains. Cette image, avantageuse pour Octave, le futur empereur Auguste, fut largement diffusée.
Elle permet de présenter la défaite d'Antoine non pas comme le résultat de ses propres erreurs ou d'un changement de situation politique, mais comme la conséquence de son engouement pour une reine d'Orient. Ainsi, la Cléopâtre historique, politicienne pragmatique luttant pour la survie de son État, s'est progressivement transformée en Cléopâtre mythique, symbole de passion fatale, de beauté exotique et de pouvoir féminin destructeur. Son image est devenue un archétype qui a inspiré artistes, écrivains et poètes pendant des siècles. Son histoire, riche en drames, en intrigues et en une fin tragique, était idéale pour créer des récits captivants. La vie quotidienne en Égypte à l'époque de Cléopâtre était complexe et multidimensionnelle. Alexandrie, sa capitale, était l'une des villes les plus vastes et les plus cosmopolites du monde antique. Ici, les cultures grecques, égyptiennes et romaines se mêlaient. Les habitants de la ville pratiquaient le commerce, l'artisanat, les sciences et les arts. La grande bibliothèque d'Alexandrie, bien qu'en déclin, demeurait un centre d'apprentissage. Les Égyptiens ordinaires, agriculteurs, vivaient de leur vie ordinaire, dépendant des crues du Nil et des récoltes. Pour eux, la politique des grandes puissances et le destin de la reine étaient probablement éloignés, même si les impôts et les changements économiques induits par l'influence romaine les affectèrent sans aucun doute. Il est important de noter que l'image de Cléopâtre créée par les Romains différait grandement de celle que ses propres sujets auraient pu en avoir. Pour les Égyptiens, elle était une pharaone, héritière de dynasties antiques et incarnation de la déesse Isis. Elle soutenait les cultes et traditions religieuses égyptiens, ce qui contribuait grandement à légitimer son pouvoir aux yeux de la population locale. Son désir de préserver l'indépendance de l'Égypte, même par le biais d'alliances avec Rome, pouvait être perçu comme une préoccupation pour le bien-être du pays. Après sa mort et l'annexion de l'Égypte par l'Empire romain, l'image de Cléopâtre a perduré. Dans la littérature romaine, par exemple, chez Plutarque, qui vécut après sa mort, elle est dépeinte comme une personnalité complexe, alliant vertus et défauts. S'appuyant sur diverses sources, Plutarque a cherché à dresser un portrait plus équilibré, reconnaissant son intelligence et ses capacités politiques, mais soulignant également sa passion et son penchant pour le luxe. Les auteurs médiévaux, quant à eux, ont souvent interprété son histoire à travers le prisme de la morale chrétienne, la condamnant comme pécheresse ou admirant sa force d'âme. À la Renaissance, alors que l'intérêt pour l'Antiquité reprenait, Cléopâtre devint le sujet de nombreuses pièces de théâtre, peintures et œuvres musicales. Elle était présentée comme l'incarnation de la beauté idéale, de l'amour tragique et du drame politique. Au fil des siècles, son image a continué d'évoluer, reflétant l'esprit de son époque. Elle est devenue un symbole de l'exotisme oriental, une incarnation de l'émancipation féminine et un objet d'interprétation féministe. Chaque siècle a trouvé dans son histoire un élément qui résonnait avec ses propres idées sur le pouvoir, l'amour, la beauté et le rôle des femmes. Parmi les détails intéressants, mais non choquants, de la vie à son époque, on peut citer par exemple le mode de vie de la noblesse alexandrine. Elle savourait des festins exquis composés d'une variété de mets, dont du gibier, des fruits, des légumes et des douceurs. Les vêtements étaient confectionnés dans des tissus raffinés, comme le lin et la soie, ornés de broderies et de pierres précieuses. Les loisirs comprenaient la visite du théâtre, la lecture de parchemins, la promenade dans les jardins et la participation à des cérémonies religieuses. À cette époque, l'Égypte était un important producteur de céréales, de papyrus et de verre, exportés dans toute la Méditerranée.
Alexandrie était un centre de recherche scientifique où travaillaient d'éminents érudits comme Euclide et Archimède, bien que leurs activités remontent à l'époque ptolémaïque. Néanmoins, l'atmosphère de recherche intellectuelle persistait. En tant que reine, Cléopâtre vivait dans le luxe, mais sa cour était bien plus qu'un simple lieu de célébration. Elle était le centre du gouvernement, où se prenaient les décisions importantes, se tenaient les réceptions diplomatiques et où étaient élaborés les plans stratégiques. Ses appartements privés, selon les descriptions, étaient richement décorés, mais son plus grand atout résidait dans son intelligence et son aptitude à gouverner. Les historiens modernes continuent d'étudier la vie de Cléopâtre, s'efforçant de distinguer le vrai du faux. Les découvertes archéologiques, l'analyse des textes anciens et les nouvelles interprétations nous permettent de mieux comprendre son époque et son rôle. Il est important de rappeler que Cléopâtre n'était pas un simple personnage de drame, mais une personne réelle qui a vécu à une époque précise et a dû faire face à des défis historiques spécifiques. Son héritage dépasse les mythes liés à sa beauté et à ses amours. Son véritable héritage est l'histoire d'une femme forte qui s'est battue pour son pays dans un contexte de tensions politiques sans précédent. Elle a démontré qu'une femme pouvait être non seulement une dirigeante, mais aussi une politicienne, une diplomate et une stratège exceptionnelle. Sa vie, malgré sa fin tragique, est devenue un exemple de résilience et de détermination. Cléopâtre demeure l'une des figures les plus emblématiques de l'Antiquité. Son nom évoque le luxe, la passion et le pouvoir. Mais derrière ces images se cache un personnage historique bien réel, dont la vie et le règne ont eu une importance capitale pour l'histoire de l'Égypte et du monde méditerranéen tout entier. Son histoire rappelle durablement la complexité des relations humaines, l'imbrication de l'intime et du politique, et la façon dont l'histoire peut être réécrite et interprétée au gré de visées spécifiques. C'est précisément cette dualité, réalité historique et image mythologique, qui rend Cléopâtre si fascinante et énigmatique. Elle demeure dans nos esprits comme un symbole de féminité éternelle, de force politique et d'un esprit indomptable qui, même face à la défaite, s'est efforcé de préserver sa dignité et de maîtriser son destin. Son héritage n'est pas un simple recueil de faits, mais une histoire vivante qui continue d'inspirer et de susciter la réflexion. Ainsi, en résumant notre immersion dans la vie et l'époque de Cléopâtre, nous découvrons non seulement l'une des femmes les plus célèbres de l'Antiquité, mais aussi l'incarnation la plus éclatante de deux principes apparemment opposés, l'éternelle féminité et l'invincibilité du pouvoir politique. Son image, enveloppée de siècles de mythes et de légendes, nous apparaît aujourd'hui sous un jour plus serein et historique, nous permettant de l'apprécier non seulement comme un objet d'admiration ou de condamnation, mais aussi comme une femme d'État exceptionnelle de son temps. Cléopâtre VII Philopator, qui régna sur l'Égypte à une époque troublée où les frontières du monde se déplaçaient rapidement sous l'assaut de l'expansion romaine, parvint à préserver l'indépendance de son royaume plus longtemps que beaucoup n'auraient pu l'espérer. Son règne, qui débuta en 151 avant Jésus, coïncida avec la longue domination de la dynastie ptolémaïque, fondée par le général d'Alexandre le Grand. Elle fut non seulement reine, mais aussi la dernière de cette dynastie, dont le destin devint inextricablement lié à celui de toute la Méditerranée. Son éducation fut exceptionnelle. Éduquée dans les plus pures traditions de l'érudition hellénistique, Cléopâtre maîtrisait de nombreuses langues, ce qui lui permit de communiquer directement avec les ambassadeurs et les dirigeants de diverses nations. Elle étudia la philosophie, l'astronomie, les mathématiques et la littérature.
Cette éducation diversifiée lui donna non seulement une vision large, mais aussi un esprit vif, capable d'analyser des situations politiques complexes et de trouver des solutions innovantes. Elle comprit que dans un monde où la force des armes régnait souvent sur tout, la diplomatie et le charme pouvaient être des outils tout aussi puissants. Sa rencontre avec Gaius Julius César, général et homme politique romain, marqua un tournant non seulement dans sa vie, mais aussi dans l'histoire égyptienne. César arriva à Alexandrie en 1148 avant Jésus-Christ pour régler un conflit dynastique. Cléopâtre, alors en exil, parvint à se présenter devant lui et, selon la légende, fut introduite clandestinement dans ses appartements enveloppée dans un tapis. Cette escapade audacieuse, si elle eut lieu, témoigne de sa détermination et de sa volonté de prendre des risques pour parvenir à ses fins. Une alliance avec César lui permit de reconquérir le trône, et l'Égypte devint pour un temps un protectorat romain tout en conservant son autonomie interne. Durant son séjour en Égypte, César tomba sous le charme de Cléopâtre, et ils eurent un fils, Césarion. Après l'assassinat de César en 144 avant Jésus-C, Cléopâtre se trouva dans une situation difficile. Rome était plongée dans la guerre civile et sa position était précaire. Cependant, elle demeura inébranlable. Bientôt, elle croisa le chemin de Marc-Antoine, l'un des héritiers de César. Leur rencontre à Tarse, en 141 avant Jésus-C, comme le décrivent les auteurs antiques, fut véritablement royale. Cléopâtre arriva sur son luxueux navire, vêtue du costume de la déesse Aphrodite, surprenant tout le monde par sa splendeur et son intelligence. Un lien profond se noua entre eux, mêlant sentiments personnels et calculs politiques. Son alliance avec Marc-Antoine apporta à l'Égypte une période de relative prospérité. Antoine, général romain influent, soutint ses ambitions et, ensemble, ils régnèrent sur de vastes territoires. Cléopâtre chercha à restaurer la gloire de l'Égypte, à étendre son influence et à assurer un avenir à ses enfants. Elle n'était pas seulement une maîtresse, mais aussi une partenaire à part entière dans les affaires politiques, fait rare à l'époque. Cependant, cette alliance entraîna inévitablement un conflit avec l'autre héritier de César, Octave, le futur empereur Auguste. Octave considérait l'alliance entre Antoine et Cléopâtre comme une menace pour Rome et usait habilement de propagande, présentant Cléopâtre comme une séductrice rusée cherchant à soumettre Rome à sa volonté. Les tensions s'exacerbèrent et, en 131 avant Jésus-C, eut lieu la bataille navale décisive d'Actium. Cette bataille se termina par la défaite de la flotte d'Antoine et de Cléopâtre, marquant le début de la fin de leur pouvoir. Les derniers jours de Cléopâtre furent tragiques. Après leur défaite à Actium, Antoine et Cléopâtre retournèrent en Égypte. Octave les poursuivit. Apprenant la fausse nouvelle de la mort de Cléopâtre, Marc-Antoine se suicida. Cléopâtre, capturée par Octave, choisit la mort plutôt que le déshonneur. Selon la version la plus courante, elle se suicida en se laissant mordre par un aspic venimeux en 1030 avant Jésus-Christ. Sa mort marqua la fin de l'Égypte indépendante qui devint une province romaine. Mais que nous reste-t-il de cette grande souveraine ? L'héritage de Cléopâtre n'est pas seulement une histoire d'amour tragique et la chute d'un royaume. C'est avant tout l'histoire d'une femme qui, malgré tous les obstacles, a réussi à laisser une marque indélébile dans l'histoire. Elle a démontré que l'intelligence, l'éducation et la volonté politique peuvent faire d'une femme un acteur à part entière dans l'arène la plus complexe, la politique. Ses talents de diplomate, son charisme, son désir de préserver la dignité de son peuple et de son pays, autant de qualités qu'il convient d'immortaliser.
Cléopâtre demeure un symbole non seulement de la force féminine, mais aussi de l'imbrication complexe des destins personnels et des grands processus historiques. Sa vie nous rappelle que même dans les moments les plus sombres, quand tout semble perdu, on peut se battre pour ses idéaux et s'efforcer de garder le contrôle de son destin. Elle a démontré que la véritable grandeur ne réside pas seulement dans la puissance, mais aussi dans la capacité à conserver dignité et résilience face à l'adversité. Son histoire, à travers les siècles, continue d'inspirer et de susciter la réflexion. Elle nous enseigne la valeur de la sagesse, de la diplomatie et du courage. Elle nous rappelle l'importance de la quête du savoir et de son utilisation pour le bien. Cléopâtre est plus qu'une simple figure historique. Elle incarne la résilience humaine, le sens politique et l'esprit rebelle. Son héritage est une leçon pour nous tous, une leçon que, même dans l'Antiquité, les femmes pouvaient être de grandes dirigeantes et des personnalités remarquables dont les actes ont façonné le cours de l'histoire. Et dans cette reconnaissance silencieuse de son rôle, dans la compréhension de sa place dans le cours du temps, nous trouvons la paix et un profond respect pour cette figure extraordinaire. Puisse son histoire nous rappeler la force de l'esprit humain et la beauté intemporelle de la quête du savoir et du pouvoir, acquise grâce à la sagesse.